Cet épisode est soutenu par les éditions On ne compte pas pour du beurre, qui fêtent leurs 3 ans d'existence. Rendre visible, c'est faire exister, annonce leur ligne éditoriale inclusive, soucieuse de produire des représentations plus diverses et évitant les stéréotypes pour la jeunesse. Les voix du livre en haut de la pile. Bienvenue dans En haut de la pile, la dernière rubrique du podcast de Livre Hebdo, Les Voix du livre. Je suis entourée de 3 journalistes de Livre Hebdo, Pauline Gabinari, Sean Rose et Jacques Brunstein. Vous allez nous parler de vos coups de cœur et à travers eux, nous annoncer la météo éditoriale de cet été. Pauline, on t'écoute. Tu es venue avec un livre au nom curieux. Oui, alors je vais commencer par une petite question. Est-ce que vous savez ce que c'est la xylographie ? La xylographie, ça... C'est quand on écrit sur un xylophone ? Non. Ça rappelle des choses, ça. Alors, une xylographie, c'est une gravure sur bois. Par exemple, l'ancêtre du livre, le codex, était constitué de fines tablettes de bois qu'on gravait. On a l'air malin maintenant. Ouais, on a l'air un peu con quand même. Hein. Et donc, on les xylographiait. Mais vous n'avez pas trouvé parce que vous n'aviez pas lu le livre que j'ai lu ce mois-ci. Parce que ça, je l'ai appris page 152, ou plutôt à la lettre X, puisque je vous parle aujourd'hui d'un abécédaire, mais pas n'importe lequel. L'abécédaire de la librairie qui sort ce mois-ci chez Gallimard. Entre autres, écrit par la directrice de l'école de la librairie, Caroline Meneghetti. Ça s'appelle Le Poulpe et l'abeille. Et non, alors ce n'est pas un abécédaire pour enfants, je le précise, c'est bien un livre pour adultes qui décrit sous toutes ses coutures le métier en lui redonnant ses lettres de noblesse et sa beauté. Et je crois qu'on peut le dire, ça fait du bien d'insuffler un peu de poésie à ce métier qui devient de plus en plus précaire en lui ajoutant non plus les mots du gestionnaire, mais bien ceux du littéraire. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce bouquin ? Eh bien, on déplie un petit peu les mots. On va retrouver des mots comme récréation, orchestre, tentaculaire pour parler du libraire comme une sorte de poulpe qui jongle entre plein de tâches différentes. Et on y lit aussi le mot labyrinthe. Le labyrinthe, pourquoi ? Parce qu'on apprend qu'il y a aujourd'hui plus de 810 000 titres disponibles en langue française. Et si l'on fait le calcul, cela veut dire que même en possédant 10 000 références, qui est un bon chiffre et qui correspond à peu près à une librairie de taille moyenne, une librairie ne détient qu'1,23% de la totalité de l'offre. Et ce chiffre, pour moi, il illustre parfaitement l'enjeu non pas de la librairie de demain, comme on peut souvent le lire dans certains médias, mais de la librairie d'aujourd'hui. Parce que la surproduction et la pression des offices, c'est omniprésent. Et les libraires, ils commencent à répondre en fait. Je pense notamment à la Trêve, initiée par la merveilleuse librairie du Rideau Rouge il y a quelques mois, mais aussi à plein de petites actions individuelles qu'on retrouve jusque dans cette fameuse école de la librairie. Donc début d'une guerre entre libraires et diffuseurs, je ne sais pas, mais en tout cas, je suis bien curieuse de connaître la suite. Merci Pauline. L'école de la librairie, on en parle dans le numéro de juin de Livre Hebdo. Le Poulpe et l'abeille, un abécédaire de la librairie préfacé par Jean-Marie Laclaftine. Ça sort chez Gallimard. Sean, on t'écoute. Tu nous parles de l'un des premiers livres d'une nouvelle collection. Alors, au Seuil. Excusez-moi, c'est pas une collection, ça s'appelle un label. Je vais expliquer un peu. Label, ce qui s'appelle en anglais un imprint, c'est-à-dire que en fait, la maison sous cette marque-là ne peut pas faire ce genre de livre. C'est plutôt une structure plus légère qui a une équipe très resserrée et qui travaille indépendamment éditorialement. Et il s'appelle Verso. L'idée, c'est donc Glenn Tavnek qui va diriger ce label, sort plusieurs livres là. Et moi, j'ai choisi un livre de Bryn Weaver qui fait un carton aux États-Unis et partout dans le monde d'ailleurs. Ça s'appelle Butcher and Blackbird. Donc, c'est en fait ce que les libraires américains ont repéré comme de la killer romance. Donc, la killer romance, on connaît la dark romance, etc. Et là, c'est un mélange de comédie romantique et de trash. Il faut s'imaginer en fait un Bonnie and Clyde tuant des tueurs en série, parce que ce sont des tueurs en série qui tuent d'autres tueurs en série. C'est une histoire d'amour, en fait d'amitié au début, donc qui se connaissaient et puis qui n'étaient pas vraiment amants et puis qui deviennent amants. Donc il y a tous les ingrédients et en plus Enemies to lovers. Voilà, c'est ça. C'est pas enemies, là pour le coup c'est quand même friends to lovers. Buddy to lovers. Voilà, buddy to bodies. Bon, c'est facile de parler français. Voilà. Alors, et là, je voudrais juste montrer
montrer l'ironie, c'est le 12e degré. Elle dit, si vous avez des questions sur la liste suivante, n'hésitez pas à me contacter sur brinweaverbooks.com. Si vous avez des questions sur yeux et orbites, chirurgie amateur, décoration en peau, tronçonneuse, hache, couteau, scalpel, cannibalisme accidentel, cannibalisme pas si accidentel que ça, utilisation douteuse d'un cadavre momifié, esclave lobotomisé, scène de sexe explicite incluant sans s'illimiter, cock warning, kink de louange, sexe anal, sex toys, chopping, piercing génitaux. Il y a plein de mots que j'ai pas compris, tu m'expliques. Choking, c'est l'étranglement. Oui, bah écoutez, T'es pas la cible, Jacques. Je vais regarder dans le glossaire. Et elle va être inondée de messages puisque son livre s'est déjà vendu à... Elle était dans le top 10 du New York Times pendant 2 semaines consécutives. C'est sorti en janvier. Il y avait 250 000 exemplaires de vendus. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ce qui était intéressant, c'est que c'est surtout la démarche de Glenn Tavnec avec ce label Verso qui, en fait, défend la littérature dite populaire et il dit qu'il n'y a pas un problème avec des gens qui lisent plus. Évidemment, les gens lisent moins, mais il disait, en fait, il y a toute une génération maintenant qui a 25 ans et plus qui était nourrie déjà à la young adult. Et maintenant, elle est habituée à ça, à ce genre de littérature. Il y a une demande de vraie littérature populaire, accessible et qui va vraiment nous emporter avec des vrais personnages. Pauline ? Et du coup, c'est un livre, si je comprends bien, qui s'adresse plutôt aux ados jeunes. Non, alors on n'a pas besoin de porter un hoodie pour le lire. Glenn Tavnec parle de plaisir régressif, un peu de conte pour adultes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup d'éditeurs ne parlent plus de young adulte, mais de new adulte, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a un public qui a biberonné à ce type de littérature et qui n'a pas envie d'arrêter sous prétexte qu'il a 20, 25, 30, 40 ans. Il veut une littérature très romanesque et un peu renouvelée et il n'y a plus de question d'âge finalement. Verso a été créé par Glenn Tavnec que tu as rencontré dans le numéro de juin de Livre Hebdo, Sean. Butcher and Blackbird de Bryn Weaver, le phénomène killer romance en librairie le 24 mai chez Verso au Seuil. Jacques, tu nous parles d'un roman qu'on devrait retrouver dans pas mal de valises cet été. Oui, alors une fois n'est pas coutume, je vais parler d'un roman qui est déjà sorti depuis un moment puisqu'il s'agit de L'inconnu du portrait de Camille de Peretti qui est sorti en janvier. Je vous parle de ce roman parce qu'il y a quand même une histoire qui est très intéressante et que j'aurais pas pu vous raconter en janvier. C'est que c'est un roman qui a démarré assez doucement. C'était un joli roman, a priori. L'idée de départ, c'est qu'il y a une toile de Klimt qui s'appelle Le portrait d'une dame. C'est la seule fois où il a peint cette femme. Le portrait a été effectué en 1916. Il l'a retouché en 1917. Puis le tableau a un peu disparu. Puis on sait qu'il a été volé en 97. Puis est reparu en 2019. Pourquoi ? On ne sait pas. Et donc Camille de Peretti a imaginé une histoire complètement abracadabrante entre 3 pays avec des haines familiales qui expliquent toutes ces péripéties. Et je dois dire que c'est un roman qui m'a conquis parce que c'est un vrai page-turner à l'américaine. On connaissait Camille de Peretti parce que c'est un bon auteur. Elle avait déjà écrit sur la peinture, sur la cassetti. Mais là, vraiment, elle est rentrée dans une autre dimension. Et d'ailleurs, le public ne s'y est pas trompé parce que si le bouquin a démarré doucement, chaque semaine, le bouche à oreille fait que ses ventes augmentent. Aujourd'hui, on est à plus de 30 000 exemplaires. Et à mon avis, effectivement, cet été, on va monter beaucoup plus haut. Elle a reçu le prix des romancières, le prix des maisons de la presse qui va lui donner une grande exposition. Elle a été dans la dernière sélection du prix de la closerie des Lilas. Et moi, je trouve ça intéressant que les résultats d'un livre, combien il en a vendu la première semaine ou le premier mois, ne disent pas sa carrière. Et moi, je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Pauline ? Bah oui, Camille de Peretti, ça rappelle bien sûr cette réécriture que j'avais trouvée magistrale quand j'étais beaucoup plus jeune, des liaisons dangereuses et où j'avais demandé à tous mes prétendants de l'époque de m'écrire des lettres après la lecture. Nous sommes cruels, ça s'appelait. Oui, j'ai découvert ça aujourd'hui. En fait, peut-être que cette hype Camille de Peretti est liée au fait qu'il y a beaucoup de gens comme vous qui ont découvert Nous sommes cruels au lycée, qui connaissent Camille de Peretti, alors que moi,
Je la considérais plutôt comme une auteure contemporaine. C'est un livre qu'on donnait pas mal pour des exercices d'écriture, puisque c'était une réécriture, donc des liaisons dangereuses, c'était une sorte de détournement. Et moi, je vous parle justement d'un détournement aujourd'hui, très différent, le détournement du roman photo. Cet objet vintage, voire ringard, qui a connu son heure de gloire dans les années 60-70, un genre souvent méprisé, mais qui est aujourd'hui l'espace de jeu de l'éditrice Nathalie Fitzman au Seuil. Cet été, elle publie le 3e opus d'une série de romans photos, La Fabrique du Prince Charmant, plus grande arnaque depuis l'invention du jacuzzi, co-signée par 2 figures du féminisme, Ovidie, réalisatrice et écrivaine, et Sophie-Marie Larouille, scénariste et humoriste. Au centre de l'histoire, on a Jacques Douglas, un homme, un vrai, grosse mâchoire, grosse chevelure brushingée, veste à franges, sourcils froncés et regard vide, qui essaye comme il peut de trouver ses repères dans un monde post-MeToo. Face à lui, il a quelques jeunes filles, un peu jeunes filles en fleurs qui ont l'air fragiles et légères, mais qui en fait ont juste la flemme d'expliquer à tous ces boomers du passé les nouvelles règles amoureuses et qui développent un sens de la répartie dont on a bien besoin en ce moment. C'est franchement hilarant. On a vraiment l'impression d'être déjà dans une parodie sans même lire les textes, mais avec les répliques des 2 autrices, c'est le féminisme dans ce qu'il a de plus inventif et joyeux. Nathalie Fitzman, l'éditrice, passe à chaque fois commande à des artistes, des auteurs, des autrices, des cinéastes qu'elle aime pour réaliser avec eux et elle un roman photo qui leur ressemble. Donc à chaque fois, c'est un petit objet à part entière et à chaque fois, c'est un succès. Ça donne même lieu à des discussions très sérieuses, des colloques entre universitaires pour se poser la question sur le renouveau de ce genre paralittéraire peu académique qu'est le roman photo. Le premier du genre au Seuil s'appelait Les 6 fonctions du langage, signé Clémentine Mélois, qui est une plasticienne. Elle a dépassé les 20 000 ventes. En 2022, l'éditrice a fait appel à Éric Judor et Fab Caro. Ça a donné lieu au livre Guacamole Vaudou, qui a dépassé les 100 000 exemplaires. Et pour ce livre d'Ovidie et Sophie-Marie Larouille, elle a fait un premier tirage à 20 000. Donc on y croit très fort. En automne 2025, elle continue l'expérience avec un roman photo de Nora Hamzaoui, qui est humoriste. Un autre d'Antonin Perecciacco, qui est cinéaste. Ce sera courant 2025, mais en attendant, pour rigoler et pour lutter contre l'esprit de gravité, je vous recommande vraiment La Fabrique du Prince Charmant d'Ovidie et Sophie-Marie Larouille. Merci à tous les 3 pour vos recommandations et on se retrouve au prochain épisode. Merci. Merci. C'était Les Voix du Livre, le podcast mensuel de Livre Hebdo présenté par Lorraine Malka. À la musique, Ferdinand Bayard. La voix des intertitres est celle d'Antoine Kerninon. Merci aux éditions On ne compte pas pour du beurre d'avoir soutenu cet épisode. En librairie, on peut découvrir leur dernier titre, Les chercheuses de l'invisible, de Cécile Janson, à partir de 7 ans. 2 petites héroïnes scientifiques, c'est rare d'en rencontrer, sont passionnées par l'invisible. Elles partent à l'aventure dans le monde intraterrestre des mini-animaux du compost. Écologique, farfelue, mais scientifiquement très sérieuse, cette histoire nous enseigne une étonnante diversité. Et d'ailleurs, la diversité, cœur de la ligne éditoriale de la maison, se décline aussi en collection d'essais critiques bien nommés « J'aimerais t'y voir ». Où sont les personnages d'enfants non blancs, LGBTQI+, ou encore les albums antisexistes en littérature jeunesse? On se le demande, le but de cette collection est de répondre à ces questions. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast Les Voix du Livre et envoyez-nous des tas de cœurs et d'étoiles. À bientôt!